Gotta get out! Hit that switch! Hit the switch! All right, hit the ropes! Go, go, go! Hand over hand over hand! Get those legs off those ropes! Come on, ladies, let's come down! Let's come down! That rope is like life! You grab it and hang on to it! Next, I want you to kill! You hear me? Kill! I want you to Bonjour à tous, bienvenue sur Overlook. On se retrouve pour une nouvelle séquence analyse qui est consacrée à Né un 4 juillet, qui est un film réalisé par Oliver Stone et sorti en 1989, dans lequel on va retrouver Tom Cruise qui joue un vétéran du Vietnam. Et pour ceux qui ne connaissent pas la période des années 90 dans la carrière de Tom Cruise, c'est sa meilleure période. Et Né un 4 juillet est sûrement un des meilleurs films de cette période, je le mettrai quasiment à côté de Eyes Wide Shut. Il y a vraiment un investissement de la part de Tom Cruise dans ce film, un niveau de jeu qui est vraiment phénoménal. Donc foncez, c'est vraiment du très très lourd, surtout qu'en plus ce film reçoit la même année l'Oscar du meilleur film plus l'Oscar du meilleur montage. Et également la bande-son qui est faite par John Williams reçoit le Golden Globe de la meilleure musique de film. Donc c'est un film qui a été plusieurs fois récompensé, qui est très important dans la carrière de Oliver Stone, qui fait partie d'une trilogie consacrée à la guerre du Vietnam avec... Dans cette trilogie, on va retrouver Platoon, qui est le premier tome de cette trilogie, si je peux m'exprimer ainsi, qui sort en 87 et qui reçoit l'Oscar également du meilleur film, où c'est... Oui, meilleur film, c'est ça, meilleur film en 87. Donc ensuite, on va avoir Né un 4 juillet qui est multi-récompensé, puis ensuite, on aura un peu plus tard dans les années 90, Entre ciel et terre. Donc il y a vraiment un lien... logique entre ces trois films et je vous encourage à aller voir, ils sont tous les trois très bons. Pour ceux qui ne connaissent pas Oliver Stone, c'est un cinéaste qui est très engagé politiquement, qui a souvent été très critique dans sa filmographie envers la société américaine. On va retrouver notamment des films comme Tueur né, avec Woody Harrelson, qui est une vraie critique de l'Amérique, de la télévision, des médias, de la famille américaine. On va retrouver des films comme JFK, Snowden, cette trilogie sur la guerre du Vietnam, donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris des positions fortes, Wall Street aussi également, donc quelqu'un qui prend des positions fortes contre son pays, qui vraiment n'hésite pas un peu à le mettre un petit peu face à lui-même. Et tout ça c'est dû à quelque chose, c'est que Oliver Stone est un vétéran du Vietnam, il sera blessé 2 fois, il sera médaillé, il aura fait 15 mois au front au total, donc c'est pas rien. Donc c'est quelqu'un qui sera très marqué par cette expérience, qui va changer du tout au tout, politiquement, idéologiquement, entre avant et après son passage au Vietnam. C'est quelqu'un qui était pro-Nixon, pro-investissement anticommuniste américain. D'ailleurs, il s'est engagé, il est volontaire pour le Vietnam. Évidemment, après, le discours va changer après son expérience, mais également les échecs politiques et idéologiques des États-Unis de cette période de leur histoire. Et c'est un disciple également de Martin Scorsese, puisque quand il va rentrer du Vietnam, ils vont se retrouver dans la même université, et il va prendre beaucoup de Martin Scorsese. Et notamment, Martin Scorsese va lui donner un conseil, c'est de faire des films sur son vécu, sur son expérience de la vie. Donc on peut dire que c'est grâce à Martin Scorsese, quelque part, qu'on aura eu cette trilogie, et notamment ces 2 excellents films que sont Platoon et Né un 4 juillet. Donc ça, c'est fini pour la partie Wikipédia. Maintenant, on va parler un peu plus de l'histoire. Le film est scindé en 4 parties. Alors même s'il n'est pas chapitré, on peut identifier 4 parties dans l'histoire du film qui racontent la vie de Ron Kovic, qui est une personne qui a vraiment existé, qui est un vétéran du Vietnam, qui est revenu handicapé du Vietnam, qui a perdu l'usage de ses jambes et qui va avoir une réflexion après cet événement malheureux dans sa vie, où il va changer idéologiquement, il va prendre position fortement contre la guerre du Vietnam, et il va avoir un discours tout au long du reste de sa vie qui est profondément pacifiste et antimilitariste. Et donc, on va vraiment identifier 4 parties, comme je disais. Donc il y a l'enfance, où vraiment on va avoir une vision idéalisée de l'Amérique des années 50, de l'enfance de Ron Kovic, avec une enfance qu'on va dire idyllique, où tout se passe bien, les parents sont là, les États-Unis, alors
méga puissance en devenir, il y a du travail pour tout le monde, l'économie est florissante, il n'y a pas de soucis, la société paraît apaisée, paraît en harmonie. Ensuite, il y a la partie où il va y avoir la guerre, le Vietnam, son expérience de tout ça, sa blessure, et ensuite le retour au pays, troisième partie, où là par contre la société américaine s'est complètement métamorphosée, on a plus du tout une société qui est apaisée, on a des luttes pour les droits civiques, pour les personnes de couleur noire, on a les vétérans du Vietnam qui essayent de se réintégrer dans cette société et qui sont profondément méprisés, rejetés, incompris, surtout que certains défendent encore la guerre du Vietnam et c'est quelque chose qui, dans la société, n'est plus accepté. Les gens veulent que le Vietnam s'arrête. Donc on a un revirement idéologique à ce moment-là de la société américaine qu'on voit dans le film. Et puis, il y a cette cinquième partie qui est la révolte, le moment où Ron Kovic va changer sa vision du monde et il va accepter que les États-Unis, que son pays s'est trompé et donc il faut réparer cette erreur, il faut changer, il faut se retirer du Vietnam. Voilà, ça c'est les 4 parties du film et à ce moment-là, il va devenir militant, il va s'engager vraiment dans ce combat contre la guerre du Vietnam. Ce qu'on va voir au long de ces 4 parties, c'est la reconstruction de l'intégrité physique et morale d'une personne, puisque il va perdre l'usage de ses jambes au Vietnam et c'est tout le bas de son corps qui perd. Donc également, tout ce qui concerne la vie sexuelle, tout ça, ça lui est de fait totalement interdit. Et d'ailleurs, il y a une part non négligeable du film qui parle de ça, du fait qu'il n'est plus un homme à part entière dans son intégrité physique, j'entends, et qu'il y a une souffrance qui est immense qui se dégage de tout ça, puisqu'il est parti très jeune au Vietnam. Et ça, c'est la vraie histoire, et c'est ça qui est très très émouvant dans ce film, c'est qu'il est parti jeune, innocent au Vietnam, il revient, il se fait blesser, il prend toute la violence de la société, le rejet, etc., tout ce dont je vous ai parlé. Et en plus de ça, il vit la souffrance d'avoir perdu son intégrité physique d'homme, et il ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas avoir de rapport avec une femme, il ne peut pas faire tout ce qu'on va dire un homme doit faire, mais peut faire dans sa vie. Et ça, c'est une grande souffrance pour lui, qui s'accompagne également de cette souffrance morale, de cette incompréhension, de se faire rejeter alors qu'il a tout sacrifié, pour son pays, pour cette société qui maintenant le regarde comme un paria. Alors en plus, il y a le rejet des handicapés, etc. Donc c'est un film qui est chargé émotionnellement. Et il y a une vraie, leçon de vie à retirer de toute cette histoire sur comment surpasser la douleur, comment changer son mode de pensée et comment ne pas sombrer lorsqu'on a tout perdu dans la folie et le cynisme. C'est un film qui est très dur. Il y a des passages qui sont très très durs, notamment des passages avec le père, etc., où il parle de son incapacité vraiment à pouvoir avoir une compagne. Moi, c'est quelque chose qui m'a touché vraiment profondément, qui est vraiment interprété, mais magistralement par Tom Cruise. Vraiment, ça vous touche, mais au cœur, mais c'est un truc de dingue. Tout ce discours, en plus, voilà, c'est un jeune homme interprété par un Tom Cruise qui est très jeune. Voilà, moi, j'ai une trentaine d'années, mais le personnage, tel qu'on le voit à ce moment-là dans le film, il a même pas 25 ans. Donc vraiment, ça touche énormément. Et il y a une vraie leçon de vie, comme je disais, à retirer de ce film. C'est un film qui est dur, mais qui fait finalement beaucoup de bien à la sortie. Ce qui est bien aussi dans ce film, c'est que c'est un film que je dirais qui est très lyrique dans sa mise en scène, dans sa réalisation. On a des plans qui sont magnifiques. Notamment lorsqu'il est au Vietnam, on a une lumière, une gestion de la lumière incroyable, des plans au bord d'une plage à couper le souffle. Une utilisation superbe de la musique de John Williams dans le montage, où vraiment ça va accompagner tous ces moments au Vietnam, le retour, etc. Mais vraiment, très très bonne utilisation de la musique avec des thèmes vraiment très marquants composés par John Williams. On a une représentation vraiment très puissante visuellement et en termes d'audio aussi dans la musique de ce que ressent le personnage. De sa position, on va dire, de héros un peu déchu, de toute la souffrance qu'il peut éprouver, et vraiment, c'est pas du tout un film qui est filmé de façon naturaliste, de façon réaliste. Tout ça est balayé, c'est pas une vision réaliste de cette histoire, c'est une vision lyrique. Et donc du coup, elle s'accompagne vraiment d'une mise en avant forte et
est vraiment volontaire de ses sentiments, de l'intériorité du personnage. Et vraiment, on ressent ça profondément pendant le film. C'est un film qui prend vraiment aux tripes et qui balaye totalement cette école, on va dire, de la réalisation réaliste, naturaliste, qui veut qu'on filme vraiment les choses sans aucun filtre. Là, il y a un filtre très fort sur la réalité, mais justement pour avoir cette catharsis, pour avoir vraiment un lien finalement entre le spectateur et ce que ressent le personnage. Et moi, j'ai beaucoup aimé et je trouve que voilà, c'est une approche qui, certes, ne plaira pas à tout le monde, parce qu'elle dépeint les événements. Il y a forcément un regard subjectif sur les événements, voilà. Mais du coup, il y a une puissance émotionnelle derrière qui est phénoménale. Ce qu'on va analyser ensemble aujourd'hui, c'est la scène d'introduction, donc qui, je trouve, a un montage exceptionnel. Moi, je suis pas du tout étonné que le film ait eu l'Oscar du meilleur montage. Vraiment, il y a un montage exceptionnel. Si je devais citer un passage de film pour son montage, probablement que un des premiers extraits que je citerai, c'est l'extrait que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que vraiment, ça m'a coupé le souffle à une époque où vraiment je m'intéressais sur le montage, les techniques de montage. Quand j'ai vu cette scène, là, j'ai compris le travail qui avait été accompli par Oliver Stone. Et ce qui est très intéressant, et on va le voir, je vais essayer de vous communiquer ça, c'est qu'il y a un propos. Comme je disais, c'est quelqu'un qui est très politique, Oliver Stone. Il y a un propos, il y a des messages qui accompagnent ce montage et cette réalisation dans cette scène d'introduction. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur Né un 4 juillet. Franchement, c'est un excellent film, je vous le conseille. Et on va tout de suite analyser cette introduction. Cette séquence, elle se situe dans la première partie du film qui est consacrée à la jeunesse de Ron Kovic. Ron, c'est ce jeune garçon que vous voyez ici. Là, on est au milieu des années 50. C'est le 4 juillet, donc jour de fête nationale. Également, chose très importante que je vous avais pas dit en introduction, c'est que Ron est né un 4 juillet. Donc c'est pour ça que le film s'appelle Born on the 4th of July. C'est une séquence qui normalement fait 10 minutes, mais je vous en ai coupé une partie parce que elle est pas très intéressante et honnêtement, l'extrait que je vous montre aujourd'hui fait déjà regarder 5 minutes. Donc c'est, je pense, déjà assez long et j'espère ne pas me faire embêter par le bot YouTube. On le regarde ensemble et on en parle juste après. Allez, je remets au début. Donc je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi ce film a eu l'Oscar du meilleur montage. On a une séquence qui est vraiment extrêmement fluide avec des coupes qui sont quasiment invisibles. On a une très bonne utilisation de la musique avec cette envolée de cordes, voilà, qui se joint au cri de la jeune fille qui encourage Ron Kovic pour vraiment créer une harmonie dans le son. On a des coupes qui sont quasiment invisibles, comme je le disais, et ça s'explique par le fait que déjà il y a beaucoup de mouvements, des mouvements de caméra, essentiellement d'ailleurs des travelling, mais également beaucoup de mouvements de personnages. On a des personnages qui sont très mobiles, qu'on voit beaucoup courir. Et donc Oliver Stone, pour marier tout ça, dans son montage, il a utilisé essentiellement le raccord mouvement. Un raccord mouvement, je vais vous en montrer un tout de suite, avec ce passage. Donc vous voyez, vous allez avoir Ron qui va lever le bras, ensuite on va avoir une coupe, et derrière il va juxtaposer un autre plan où on voit des personnes avancer en fauteuil roulant. Le mouvement du bras va répondre au mouvement des fauteuils roulants. Regardez. Et donc là, vraiment, on a une coupe qui paraît quasiment invisible, puisque c'est un artifice qu'on utilise depuis l'aube des temps dans le cinéma, et auquel on est très très habitué, donc on s'en rend plus du tout compte. A contrario, par exemple, du raccord dans l'axe. Pour vous expliquer un raccord dans l'axe, c'est on garde le même plan, mais on va changer la valeur de cadre. Donc typiquement ici, donc je pars de ce premier plan, ici avec un plan d'ensemble, je vais faire une coupe, je garde ces trois personnes avec vraiment ce même cadrage, mais juste, je vais avancer la caméra pour avoir par exemple un plan de taille ou un plan d'épaule, ou la reculer pour avoir un plus grand plan d'ensemble. Vous voyez, ça, c'est une coupe qui du coup est faite pour qu'on la remarque, pour qu'on la voit. Et donc, il ne l'utilise pas dans son montage pour avoir vraiment cette fluidité dont je vous parlais. Il y a quelques endroits, par contre, où il va utiliser le raccord regard, on va le voir tout de suite. Ici, dans ce passage qui est vraiment particulier, qui est très symbolique, puisque on a ce vétéran du Vietnam qui est, comme on le voit, estropié, qui a perdu ses deux bras, et qui va renvoyer un regard plein de compassion, plein de tristesse, plein d'empathie à Ron Kovic. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on le suit en travelling, et ensuite ça finit sur un gros plan où on voit vraiment avec une emphase particulière sur le regard, et ce regard est répondu par le regard de Ron, qui ici symboliquement est en fait en train de voir une vision de son propre futur, puisque comme je l'expliquais, Ron va revenir vraiment estropié de la guerre du Vietnam. Lui, il va pas perdre ses bras, mais il va perdre ses jambes. Et ce qu'on remarque également dans ce cadre, c'est qu'on a
la présence du drapeau américain 2 fois. Et comme je vous disais, Ron, il est né un 4 juillet, donc vraiment, dans la caractérisation du personnage, il y a quelque chose qui est très fort entre son identité propre et l'identité américaine, puisqu'il est quand même né le jour de la fête nationale. Et donc souvent, on va lui rappeler ça, où on va voir un passage avec les parents où ils vont fortement lui rappeler qu'il est né le 4 juillet. Vous voyez, dans la psyché du personnage, ça a un rôle très important. Ron, du fait d'être né le 4 juillet, vraiment, il a quelque chose dans son caractère qui le rapproche énormément d'une sorte de patriotisme, de nationalisme, en fait. Et ça, il le montre beaucoup à l'image, Oliver Stone, avec le drapeau américain qu'on va voir vraiment beaucoup de fois dans les cadres. J'avance un petit peu. Ici, on a un passage qui est filmé à hauteur d'enfant, un petit peu comme E.T. ou les Goonies. Et ce qui est intéressant, c'est que on va voir que Ron, il est mis à l'écart des autres enfants, il est mis en avant puisqu'il est au second plan et qu'en plus de ça, il est centré dans le cadre. Et donc, cette mise en avant de Ron, on va la revoir plusieurs fois dans la séquence, à tel point que on peut croire que Ron est enfant unique, alors que pas du tout, puisqu'il a des frères et des sœurs et qu'on va le voir ensuite dans la partie où ils regardent la télé ensemble. Et ça, vraiment, c'est la volonté, encore une fois, de mettre Ron en avant, à l'écart, puisqu'il est né le 4 juillet, il a une sorte, si vous voulez, de destin, en fait, qui le prédétermine à devenir ce soldat qui, du coup, va être meurtri par la guerre. Et je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la séquence, on va retrouver cette forme de mise en avant plusieurs fois. J'avance un petit peu. Ici, on a 2 plans sur les parents, donc encore une fois, comme je disais, mon héros de fête nationale, le rappel au fait qu'il soit né un 4 juillet. Donc là, une contre-plongée sur le père, puis une contre-plongée sur la mère, qui lui dit « Mon petit patriote à moi ». Et vous voyez la façon dont sont filmés les parents en contre-plongée. Voilà, on a l'impression de regarder des dieux quasiment. Là, on est sur le regard subjectif d'un enfant qui jette un regard plein d'admiration et d'amour à ses parents. Pour moi, là, typiquement, on est vraiment dans une vision complètement idéalisée et féerique des parents. J'avance un petit peu. On a ici un plan qui est intéressant puisque c'est un hommage à Stanley Kubrick. On a cette majorette, vous voyez, qui est en train de manier son bâton et qui va l'envoyer en l'air, il va tournoyer. Donc ça, évidemment, c'est une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, ce fameux plan avec un fondu, avec le LOS qui part en l'air, qui tourne et qui se transforme en satellite nucléaire. Ici, le bâton de majorette, vous allez voir, il va se transformer en drapeau américain chez Oliver Stone. Donc encore une fois, toute cette référence à l'identité américaine, au patriotisme. Toute cette partie-là qui concerne le premier baiser de Ron Covey qui est pas très intéressant, je le zappe. La partie de baseball est par contre beaucoup plus intéressante avec une utilisation à 3 reprises du ralenti. Ici, lorsque le lanceur va jeter la balle. Une autre fois lorsque Ron va courir, ici. Et une dernière fois lorsque le père va éclater de joie, de fierté. Et donc, encore une fois, on a une mise en avant, une mise à l'écart de Ron avec ce plan en contre-plongée où il est centré dans le cadre. Et ce plan est répété tout de suite après par un autre plan, vous voyez, en gros plan, cette fois-ci, en contre-plongée. C'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois à la toute fin, lorsqu'ils sont devant la télé en train de regarder le discours de Kennedy. Là, on voit que la mère s'adresse à Ron directement, et elle ne s'adresse pas à un autre enfant de la fratrie. Et là, on a encore un plan en plongée sur Ron, où vraiment, on l'écarte du groupe, on le met vraiment à part. Donc ça, c'était pour la première couche d'analyse, entre guillemets, de cette séquence. On a vu la fluidité du montage, l'utilisation de la musique, l'utilisation du raccord en mouvement, le fait que par le cadrage et par la mise en scène, Ron est toujours mis en avant, mis à l'écart des autres enfants parce qu'il a, entre guillemets, une sorte de destin particulier. Il y a quelque chose qui, dans son identité, le rapproche de l'identité américaine. Il est, comme je disais, plus américain que les Américains. Mais il y a d'autres choses, et notamment une utilisation du mouvement. Je vais vous montrer. En fait, l'ensemble des mouvements de tous les personnages de cette séquence se fait quasiment uniquement de la droite vers la gauche. Regardez. Vous voyez, droite vers la gauche, j'avance un petit peu, droite vers la gauche, ensuite, un peu plus loin, les enfants qui courent de la droite vers la gauche, le match de baseball, Ron, il court de la droite vers la gauche, regardez, puis encore les enfants qui courent dans le jardin de la droite vers la gauche, vous voyez ? Tous les mouvements se font de la droite vers la gauche. Ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que ça, évidemment, c'est un flashback, puisqu'à la fin de cette séquence, on a une ellipse qui nous amène à l'adolescence de Ron Kovic. Ce que vous remarquerez peut-être tout de suite, c'est que il y a un grain à l'image qu'on ne retrouve plus après cette ellipse. On ne retrouve plus ce teint jaunâtre, cet effet pellicule qu'on a dans cette première partie-là. Clairement, ce qu'on peut analyser de ça, de ce mouvement perpétuel de la droite vers la gauche, c'est qu'en fait, symboliquement, on est en train de remonter le temps, puisque l'axe du temps, c'est de la gauche vers la droite,
Et ici, on se déplace uniquement de la droite vers la gauche. Donc on est vraiment dans une logique de souvenir, puisqu'on a ce grain jauni, ce grain de pellicule, plus on fait que des mouvements de la droite vers la gauche. Et donc c'est pour ça qu'on a des ralentis à plusieurs moments qui correspondent à des moments de grâce, des moments particuliers, le moment où son père le prend dans les bras, le moment où son père éclate de joie, le moment où il va renvoyer la balle, le moment où on va lui envoyer, etc., etc. Et si je peux donner un point de vue un petit peu personnel sur tout ce qu'on a vu depuis le début, pour moi, Oliver Stone, plus que vraiment de créer une séquence qui nous raconte l'enfance et ce souvenir de Ron Kovic, en fait, il crée un souvenir collectif de tous ces enfants qui sont nés dans les années 50, qui ont connu l'Amérique de ces années-là, qui ont une vision vraiment idyllique du passé, des choses telles qu'ils les ont vécues. Et si on regarde vraiment les événements de cette séquence, on a quelque chose qui est très cliché. On a la fête nationale, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir une copine, le fait de faire du sport et d'avoir des parents qui nous aiment. Donc tout ça, c'est vraiment très générique en définitive. Ce sont quelque chose qui est partagé par beaucoup de personnes. Et on n'a rien de vraiment très très intime. On n'a pas de souvenir particulier, par exemple, où à l'école, il aurait pu se faire embêter. On n'a pas de souvenir particulier d'une déception ou autre. Vous voyez, tout est vraiment merveilleux, féerique et très très générique. Et pour moi, Oliver Stone, vraiment, cette séquence, il prend plaisir à la créer vraiment pour pouvoir la déconstruire beaucoup plus loin dans son film, à partir du moment où Ron, il va revenir du Vietnam et où il va se retrouver dans un hôpital de vétérans et là, il va se faire complètement maltraiter. Et là, du coup, dans sa réalisation, il va récupérer des codes de films d'horreur. Et tout ça, voilà, il déconstruit, si vous voulez, cette idée américaine de cette espèce de rêve américain qui finalement, pour moi, dans le propos de cette séquence, apparaît comme un mensonge, comme un fantasme qui n'a jamais vraiment existé, sauf dans nos souvenirs. Voilà, j'ai dit l'ensemble des choses que je voulais vous transmettre sur ce film. C'était pas facile du tout parce que, comme vous vous en rendez compte maintenant, c'est une séquence qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, ça a été vraiment compliqué de tenir un propos cohérent de bout en bout. Donc évidemment, il y a des coupes dans cette analyse, mais vous en doutez bien parce que c'est très difficile de parler sans jamais hésiter. Néanmoins, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres analyses ou à me dire si j'ai dit des bêtises. Allez voir Né un 4 juillet, voilà, c'est un film formidable. Et on se revoit bientôt pour une prochaine analyse de séquence. Prenez soin de vous.